Marc-Antoine Pérouse de Monclos, bonjour. Bonjour. Vous êtes un spécialiste de la région, donc on l'a vu cette semaine, le Tchad va finalement intervenir pour prêter main forte au Cameroun. L'Union africaine se réunit dans quelques jours. Qu'est-ce qui finalement va être le plus efficace pour lutter contre Boko Haram ? La solution est au Nigeria. Si en ce moment l'armée nigériane plie devant le groupe, c'est pour deux raisons fondamentales. D'abord la corruption, qui fait qu'il y a des sommes d'argent faramineuses. Il y a officiellement près de 6 milliards de dollars par an qui sont investis au Nigeria dans le budget pour les forces de sécurité. Et une partie est détournée, donc elle n'arrive pas sur le terrain. Les soldats manquent de munitions, parfois ils ne sont pas payés. Il y a eu d'ailleurs des mutineries pour protester contre les généraux qui détournent l'argent. Donc il y a ce problème. Et l'autre problème, c'est que l'armée nigériane brutalise la population. Oui, ce que vous dites, c'est que les massacres sont perpétrés essentiellement par Boko Haram, également par l'armée nigériane. Ils sont perpétrés de part et d'autre. Il faut se rappeler que sur Baga, en 2013, c'était l'armée nigériane qui massacrait par centaines des villageois dans cette même région exactement. Quel intérêt ont-ils à massacrer des villageois ? C'est une procédure habituelle au Nigeria. On tire dans le tas, donc ils ne sont pas très subtils, c'est le moins qu'on puisse dire, et ils ne savent pas gagner la bataille des cœurs et des esprits. Or, il n'y a aucune chance de gagner contre un ennemi invisible comme Boko Haram si vous n'avez pas le soutien de la population locale. Et ce soutien fait défaut. Donc la réponse, fondamentalement, quoi qu'il en soit, des réunions de la communauté internationale ou des pays voisins, la réponse, elle est d'abord au Nigeria. Tant que le Nigeria ne change pas son attitude et son mode opératoire militaire, il n'y a aucune chance, même si vous faites intervenir le Cameroun, le Tchad et le Niger ensemble. De toute façon, le Nigeria ne voudra pas d'une intervention militaire étrangère sur son territoire. Donc soyons clairs là-dessus, il y a des limites à la faisabilité de ce que peut faire la communauté internationale. Alors, les élections sont imminentes. Est-ce que cela peut changer la donne ? Je le pense, si tant est que ces élections aient bien lieu, et si tant est, vous voyez, il y a beaucoup de si, que l'opposition l'emporte avec une figure à sa tête, c'est la première fois une vraie coalition de l'opposition, ses chances remontent tous les jours, avec quelqu'un qui s'appelle Mohamed Bouhari, qui est un ancien général, un militaire, qui est lui-même musulman, et s'il peut faire changer les lignes, c'est pas tant d'ailleurs parce qu'il est musulman, mais c'est parce que, bon, il est un des rares hommes intègres au Nigeria, et qui fera certainement sauter les têtes les plus corrompues dans l'armée nigériane, donc il va reprendre en main la situation. Et je pense que par rapport à ce que fait actuellement le président sortant, Goodluck Jonathan, qui précisément ne fait pas grand-chose, il ne peut y avoir qu'un mieux. Et encore une fois, vraiment, la solution, elle est du côté du Nigeria. On voit dans le reportage qui a été montré les milices, les Yangora, qui interviennent aussi aux côtés de l'armée nigériane et qui brutalisent aussi la population. Il y a aussi de la conscription forcée, il faut bien le voir, tant du côté de Boko Haram que du côté de l'armée qui renvoie les jeunes pour aller combattre dans ces milices paragouvernementales, ce qui fait que les gens fuient aujourd'hui à la fois les attaques de Boko Haram, mais il y en a aussi qui fuient les violences commises par les milices ou le risque d'être embrigadés de force dans le combat. Donc clairement, il faut qu'il y ait une amélioration de ce point de vue, et puis surtout que la solution militaire seule ne permet pas de résoudre complètement le problème. Il faut qu'il y ait aussi une négociation politique, il faut qu'il y ait davantage d'aide aussi pour les populations. Un des problèmes aussi, c'est que quand des villageois sont attaqués et qu'ils appellent au secours l'armée s'en va, elle ne vient pas à leur rescousse. Donc ça, c'est très important, parce que du coup, il y a un manque de confiance dans l'État nigérian, dans sa légitimité, dans sa capacité à effectivement aider les civils. Et tant que là-dessus, ça ne s'améliore pas, eh bien, effectivement, on voit Boko Haram qui s'implante. Il ne s'étend pas d'ailleurs tant géographiquement, mais surtout il s'enracine. On a l'impression que tant que le Sud n'est pas attaqué, c'est-à-dire la zone pétrolifère ou économique de Lagos, il n'y aura pas forcément beaucoup de... Alors, c'est effectivement une grosse différence entre Boko Haram et d'autres groupes armés qui ont sévi au Nigeria. Je pense notamment au MEN, dans la zone du delta du Niger pétrolifère. Effectivement, il y a eu une amnistie avec ce groupe parce qu'il touchait à l'essentiel des revenus de l'État en sabotant la production pétrolière. Dans le Borno, où il y a Boko Haram, il n'y a pas de production pétrolière, il n'y a pas d'intérêt économique vitaux. Donc effectivement, tant qu'on s'entretue en fait essentiellement entre musulmans, ça ne gêne pas tant l'élite au pouvoir. Ça la gêne parce que ça démontre la faiblesse de l'État nigérian, l'incapacité du gouvernement, mais ça ne fait pas bouger vraiment les lignes autant que ça peut le faire. Et ça explique aussi pourquoi l'État nigérian n'est pas, disons, aussi intéressé à négocier avec le groupe, que ce soit une sanctuarisation d'un territoire, que ce soit une amnistie, par exemple, ce qui avait été le cas avec le MEN en 2009, c'est parce qu'il n'y a pas d'intérêt économique. Oui, l'État n'est pas vraiment mis à mal, finalement. Il peut tenir avec ça, oui.
Alors, vous dites que finalement, ce sont les musulmans qui sont pris pour cible et pas essentiellement les chrétiens dans cette région. Voilà, on accorde beaucoup d'importance. En fait, on parle de secte. Est-ce que vous pouvez nous expliquer précisément pourquoi on appelle Boko Haram secte? C'est un terme qui est d'ailleurs controversé. C'est une secte avant d'être un groupe terroriste. Et encore aujourd'hui, c'est aussi une secte. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comprendre ce groupe terroriste si on le réduit uniquement à un groupe de combattants, hommes, ou alors maintenant avec quelques femmes qui commettent des attentats suicides ou bien qui prennent les armes. Mais si on n'y voit que des combattants, on ne comprend pas comment ce groupe fonctionne. Ce groupe est toujours aussi une secte dans le sens où il y a aussi des non-combattants. Il y a des femmes, il y a des enfants, parce qu'ils suivent la pensée de Mohamed Youssouf ou bien de son successeur Aboubacar Shekau, et que donc, effectivement, il n'y a pas que des combattants. Et ça explique qu'il y a une base sociale dans ce groupe. C'est pas la bande Abadère, si vous voulez, avec juste un petit groupe de gens très armés, très professionnels, comme on a pu le voir ailleurs en Afrique, avec effectivement des commandos qui, eux, montraient d'ailleurs des attentats dans le sud à dominante chrétienne. C'est pas ça, Boko Haram. Et les liens supposés avec Al-Qaïda ou l'État islamique, quels sont-ils? Alors, il y a eu quelques contacts individuels avec Al-Qaïda au Maghreb islamique, mais jamais de concertation, jamais de coordination stratégique. Et puis là, il y a un problème, enfin, excusez-moi, mais sur la façon dont est mis en récit Boko Haram dans les médias, puisqu'en réalité, une toute petite partie des vidéos, des messages du groupe est traduite. Et donc, en fait, quand on fait les traductions de l'intégralité de la vidéo, on se rend compte, par exemple, qu'ils n'ont pas proclamé de califat et qu'ils ne font référence à Daesh, à l'État islamique, que sous la forme justement d'une référence, et c'est tout. Ils saluent les exploits d'al-Baghdadi, mais en aucun cas ils ne lui prêtent allégeance, et surtout ils ne déclarent pas que les territoires qu'ils contrôlent seraient affiliés à Daesh, en aucun cas. Donc il n'y a pas une internationale djihadiste de ce point de vue, avec montage d'opérations concertées entre, je ne sais pas, Kobané et puis Maïdougouri, non, absolument pas. Merci beaucoup Marc-Antoine Pérouse de Monclos, merci beaucoup pour cette analyse.